Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 237 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, petit react sur les matchs 1 de ce week-end de playoff 2024. Bon. Alors, normalement, peut-être qu'on est lundi, si j'arrive à faire le montage vite fait entre midi et 2. Mais il est possible qu'on soit lundi, peut-être mardi, mais j'espère que vous allez bien après ce premier week-end de playoff. On a eu 8 matchs. Je voulais prendre le micro, très simplement, prendre le micro et faire des reacts et en parler un peu, quelques observations tactiques. J'aurais voulu le faire sur Twitch, mais peut-être que vous le savez, je n'ai pas Internet actuellement. Donc voilà, aujourd'hui, petit react tranquillement sur quelques matchs 1. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, et y compris des petits reacts quand j'ai plus Internet, s'il vous plaît. Pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire sur le jeu, petit react des matchs 1, de certains matchs 1 du premier tour des playoffs. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, bilan des matchs 1. Peut-être on peut commencer très simplement par le plus frais, en tout cas dans mon esprit. Le plus récent, c'est Dallas Clippers, qui était un match assez intéressant. Bon, intéressant malgré l'écart qui a très vite été fait. Et ensuite, Dallas a cherché à remonter au score de 20 à 20-30 points quasiment dès la première mi-temps. Mais en vrai, même malgré cet écart, et peut-être que beaucoup de monde a décroché, j'ai trouvé que le match était hyper intéressant et surtout pour la suite de la série. Alors, on a eu pas mal de très bons enseignements. Déjà, je pense que ce qu'il faut dire, première chose, et ce sera toujours un peu le cas en playoff, mais on est sur des mini-échantillons, donc le shot-making fait la différence. Là, Clippers, 50% à 3 points, c'est énorme, 50%. Dallas, 30% à peine. Donc, en effet, il y a déjà un peu cette donnée-là, peut-être qui n'a pas aidé. Donc, évidemment, c'est à prendre en compte. Mais ce n'est pas tout, bien entendu. Il y a d'autres éléments. Et notamment, moi, ce que j'ai trouvé assez notable, c'est que sur les deux équipes, c'était pas les Clippers qui jouaient petit. Finalement, les Clippers, on associe toujours ça au small ball, au switch-all, etc. Mais là, ils n'ont pas du tout joué petit. Ni en attaque, ni en défense. Enfin, ça ne leur a été utile ni dans aucun des deux domaines, je veux dire. Alors que, pour le coup, ça a plutôt été Dallas qui, en deuxième mi-temps, s'est mis un peu plus à tester le small ball. Et à mon avis, il y a de quoi creuser un peu. Donc, très intéressant de ce côté-là. Et pourquoi est-ce que les Clippers sont restés gros ? C'est une question de match-up. C'est une question de match-up et ils ont réussi à l'exploiter. Notamment, je crois qu'un des premiers trucs que j'avais dit dans la preview, c'était l'importance du rebond offensif qui pouvait être clé et sur lequel les Clippers ont l'avantage. Et en effet, c'est ce qu'on a vu. C'est que le rebond offensif, pour moi, a été un peu une arme clé. Premièrement, donc notamment avec Zubac, mais plein d'autres, Terrence Mann qui attaque très bien le rebond offensif et d'autres. Et finalement, alors j'essaie de regarder les chiffres, ouais, ils ont quand même dominé au rebond offensif et même il y a pas mal de séquences en tête que j'ai où justement ils sont au rebond offensif, ils sont bien meilleurs. Et donc ça permet de punir soit des line-up un peu gros, mais soit surtout des line-up un peu plus petits qui ont été aussi testés en deuxième mi-temps. Mais surtout, on a eu aussi un élément de taille avec Zubac, en fait. Et une question de post-up, et c'est là où le plan de jeu de Tyronn Lue a été très bon, à mon avis, c'est que on sait que Doncic adore avoir ses menaces de verticalité, et notamment Daniel Gafford, qui est un peu son nouveau joujou là depuis quelques temps. Gafford, qu'est-ce qu'a fait Tyronn Lue dès le début de match, plan de jeu ? En fait, on va attaquer Gafford de post bas, très simplement. Gafford, c'est quelqu'un qui est un défenseur capable et notamment un peu en protection du panier malgré les fautes, etc. Mais là, c'est vrai qu'au poste bas, non, face à un vrai joueur de poste bas comme Zubac, Zubac, il a quand même fait de très bons trucs au point de marquer pas mal de points sur quelques positions ou de provoquer des fautes. Donc assez vite, Gafford a été en problème de faute et a été sorti du match. Donc ça a été aussi un très bon point. Et puis pour rester un peu sur le thème des gros line-up finalement, quasiment pas, je crois, de mémoire, mais pas du tout de line-up un peu petit, et surtout donc en défense aussi, où le plan de jeu a été bon, dans le sens où on a préféré rester avec des gros pour jouer le pick and roll.
le pick and roll. Et qu'est-ce qu'on a fait sur pick and roll? Les Clippers, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait un deep drop. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un drop, hein, donc c'est-à-dire au niveau du pick and roll, on reste plus bas que l'écran. Et un deep drop, c'est quand on reste très très bas, hein, très très simplement. Et c'est vrai qu'on a eu une majorité de possessions en fait où on avait Zubac qui était très bas sur le pick and roll. Bon, quel est le désavantage? C'est que ça laisse un peu un espace pour le pull-up à 3 points. Hein. Si l'intérieur est trop bas, l'arrière peut dégainer le pull-up à 3 points. Sauf que dégainer en étant après comment on dit, un forward momentum, quoi. Après une course vers l'avant, c'est pas trop le truc de Doncic qui aime bien lui revenir un peu vers l'arrière au niveau de sa mécanique de jump shot, s'installer, on va dire. Et surtout, ça permet de protéger le panier. Ça, c'était un élément clé pour moi, c'est que les Clippers sont arrivés à protéger le panier et un peu à bloquer l'accès comme ça, avec d'un côté le gros qui fait un deep drop et de l'autre aussi Terrence Mann qui s'accrochait très bien en fait, hein, qui s'accrochait très bien à Luka Doncic. Donc oui, ça traversait pas les écrans parfaitement et tout, mais ça restait très bien accroché. Et je pense que ça a été un élément assez important de la défense des Clippers, c'est ce deep drop et le fait d'arriver un peu plus à contrôler la raquette. Alors après, comme d'habitude, on a toujours des séquences où parfois le pull-up à 3 points, bon, il arrive à le mettre, hein, Luka Doncic directement, ou alors juste parfois petit ajustement, on arrive à faire monter un peu plus Zubac ou à l'attirer carrément sur du late switch. Les Clippers font aussi pas mal ça, c'est-à-dire le drop qui se transforme en switch au final quand on a un snake sur le pick and roll ou d'autres trucs comme ça. Bon, en fin de possession, en fin de pick and roll, en gros, ça arrive qu'on switch juste pour combler les brèches, quoi. Et c'est une tactique très classique hein, des Clippers, le drop qui se transforme en late switch. Là, ils l'ont fait. En effet, on a eu quelques fois Doncic qui arrivait un peu à en tirer profit. Pas mal d'aspects comme ça. Je pense que ce qui n'a pas aidé non plus, j'ai parlé de la réussite à 3 points sur ce match-là qui est à peine de 30%, mais je pense qu'on a aussi parfois un peu des problèmes de spacing, hein, pour le coup. On a un peu des problèmes de spacing côté Dallas, avec Derrick Jones Jr., avec PJ Washington, avec des mecs comme ça qui sont pas tout le temps respectés. Or, que fait Tyronn Lue et une équipe des Clippers qui, excellent coach défensif Tyronn Lue, les Clippers aussi défense qui peut être très dynamique. Tout le monde n'était pas tout le temps respecté, donc il y a eu ça. Et en plus, donc, comme il n'y a pas forcément une menace de verticalité incroyable qui plonge dans le dos très vite pour aller perturber le drop, c'est plus compliqué. J'ai trouvé ça un peu plus compliqué. Et donc voilà, c'est là-dessus où on en revient au plan de jeu de Tyronn Lue qui, dès le début de match, cible un peu Gafford et arrive à en faire des problèmes de faute très tôt. Ouais, ça a été utile. Ça a été assez utile. Je me demande aussi à quel point... Enfin, je trouve que les intérieurs de Dallas pourraient faire mieux en termes de timing pour plonger au panier. Je me demande à quel point là il n'y avait pas un aspect où on essayait de faire un vrai écran très, très dur pour affecter le plus possible, parce que sinon Terrence Mann ou Amir Kofi restaient très très bien accrochés à Doncic. Donc ça c'était un élément aussi, je trouve, mais je m'attends à ce que peut-être qu'au match 2 et sur la suite de la série, on ait parfois un peu plus des écrans glissés, parce que justement, comment mettre un peu à mal ce drop? On a deux solutions. Un drop, c'est donc, on a dit, l'intérieur qui reste bas sur le pick and roll. Donc, en fait, le but, c'est de battre ce drop dans la verticalité, dans un sens ou dans l'autre. La première, c'est le pick and pop, comme ça, l'intérieur qui est bas, finalement, le pick and pop, il faut qu'il remonte très loin pour défendre le tir. Ou alors, au contraire, c'est, on vient créer un 1 contre 2 sur ce drop. Et on vient, non pas pick and pop loin devant le drop, on va derrière le drop. Et donc, l'écran glissé, c'est en gros, on ne pose pas un vrai écran, mais plutôt c'est une course croisée et on glisse l'écran en fait. Hein. On va très vite au panier sans forcément poser un très bon écran. Et évidemment, il y a un peu un malus parce que comme l'écran n'est pas bien posé, le défenseur du périmètre peut s'accrocher au porteur de balle, ok, mais le but c'est que en glissant très vite au panier, imaginez Gafford ou Lively qui glisse l'écran, qui va vite dans le dos au alley-oop, on se retrouve avec un Zubac qui est un peu déchiré entre deux, quoi. Entre soit je reste sur Luka Doncic et du coup j'ai la menace de lob qui va dans mon dos et je peux pas la défendre, soit je recule parce que j'ai peur de la menace de lob et j'ouvre un chemin de drive pour Doncic. Et d'ailleurs, je crois qu'en tout début de match, il y a un drive comme ça de Doncic qui paraît à ce point évident parce que il y a cette verticalité dans le dos de Zubac. Et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez vu, je trouve. Donc on a cet aspect-là où peut-être un peu plus d'écran glissé, ça pourrait aider. La question du spacing aussi, et juste le fait de mettre des tirs, hein. Je pense que ça aussi, ce serait assez intéressant.
Et puis l'autre solution aussi, je pense, si vraiment, enfin pour forcer les Clippers à sortir de ce drop, pour libérer un peu plus de ligne de drive pour Doncic, peut-être peut-être que Dallas pourrait faire un peu plus de pick and pop. Et donc, des small balls, en fait. Des configurations avec, par exemple, un Maxi Kleber en pick and pop. Et bon, après, ça donne aussi d'autres conséquences. Et notamment, tout ce qui est rebond offensif. Si certes, tu auras une défense plus dynamique et qui bouge plus avec beaucoup plus d'ailiers qui peuvent aller un peu partout. Tu auras du pick and pop et des line-up un peu plus en stretch, en five out, en fait, très simplement. Mais tu peux souffrir aussi au rebond, notamment. Ou alors tu peux souffrir au post-up aussi. Peut-être que si tu passes en small ball, five out, peut-être que Zubac, tu l'envoies sur Kleber, tu l'envoies sur des mecs comme ça, quoi. Donc il y a aussi ce risque-là. Mais pour le coup, c'est ce qu'a essayé de faire Dallas enfin en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'il y a pas mal de bonnes séquences. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y a pas mal de bonnes séquences. Parce que voilà, comme dit, en attaque en première mi-temps, ça a bien calé. Je crois qu'ils étaient à quoi? Ils étaient à 30 points sur la première mi-temps. Bon, certes, en ajustant avec ce côté manque de réussite à 3 points, peut-être qu'il n'a pas aidé, évidemment. Mais voilà, c'était quand même, ça a un peu calé offensivement. Deuxième mi-temps, on a vu plus de small ball. Et on a vu aussi, forcément, quand on a un retard déjà aussi gros à combler, qu'est-ce qu'on fait? On court, en fait. On court. On court beaucoup et on essaie de multiplier le nombre de possessions parce que on a plein de points à rattraper, donc il nous faut plus de cartouches que... le temps est compté. Donc, qu'est-ce que Dallas a fait? Ils ont essayé d'accélérer le plus possible en transition. Ça n'a pas abouti, mais la stratégie est bonne. C'est une stratégie très classique quand tu es derrière de pas mal de points. Et puis, surtout, après, c'est vrai que moi, là où j'étais un peu déçu, pour le coup, c'est un peu le manque de diversité offensive en première mi-temps. Et notamment, on a commencé un peu à le voir en deuxième, mais pas trop, c'est les post-up de Doncic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pick and roll est un peu verrouillé, où tu n'as pas trop de solutions, où tu n'y arrives pas, où tu n'arrives pas tout le temps, pas assez peut-être à concéder le switch et ainsi à créer le chaos, si vraiment les Clippers sont à l'aise dans leur drop, ok. Mais on sait que aussi une des manières très, très intéressantes de faire attaquer Doncic et de créer le décalage, c'est par le post-up. C'est par le post-up et on l'a pas trop vu, même pas du tout en première mi-temps de mémoire. Et en deuxième mi-temps, on l'a vu un peu plus, mais franchement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Or, on sait que Doncic peut faire beaucoup de dégâts aussi là-dessus. Pas forcément le post-up, 3 coups d'épaule et mon hookshot, mais au moins créer le décalage parce que c'est un mismatch. Ça peut être un mismatch quand il est défendu par Terrence Mann, par exemple. Plutôt que de faire un pick and roll à 15 mètres du panier où Terrence Mann peut naviguer l'écran parce qu'il est très agile et très, très fluide, etc. Si vraiment tu veux mettre Terrence Mann, ok, tu l'attaques au poste bas. Et ça, j'ai trouvé que ça a manqué. J'ai trouvé que ça a un peu manqué. Donc voilà, un peu pas une bonne performance pour le coup de la part de Dallas, même si ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, j'ai trouvé, entre le coup de accélérer le rythme, entre le coup de multiplier les 3 points, ça a été quand même un peu mieux, les line-up un peu en small ball, et puis aussi défensivement, c'est vrai qu'on a eu certaines séquences où Josh Green est sorti du banc en deuxième mi-temps, alors que pas du tout en première. Ouais, il y avait de quoi faire, avec un peu plus de stunt, un peu plus d'isolation, Kleber en poste 5, on concède le switch, il n'y a pas de problème. Et derrière, on vient un peu boucher l'espace autour. Et j'ai quelques actions en tête où ça a quand même mieux marché. Bon, après, faut pas trop tirer d'enseignement sur une fin de match où il y avait déjà 15 points d'avance et où en fait les Clippers essayaient de dérouler et de faire tourner le chrono, grosso modo. Mais voilà de ce côté-là du terrain. Après, côté offensif, pour les Clippers, je pense que tout a très bien marché, notamment le shot-making à 3 points a bien aidé sur les catch and shoot. Pas que d'ailleurs, puisque James Harden aussi était en grande forme. Et donc il y a pas mal de fois où l'isolation pull-up à 3 points, ça dégaine et ça marque. Donc ça aide aussi parce que c'est pas sûr non plus que James Harden, à son âge et à ce stade de sa carrière, il les mette tous, les fameux pull-up à 3 points, isolation, etc. Mais pour le coup, il y avait... c'est la fameuse attaque à match-up très, très simple mais très intelligente de la part de Tyronn Lue qui va juste cibler le bon match-up. Et donc notamment c'était, on l'a dit tout à l'heure, c'était soit en début de match on va cibler un peu au post-up de notre ami Daniel Gafford avec Zubac, soit juste on fait l'isolation contre tel ou tel match-up qu'on trouve intéressant et du coup on a par exemple, je pense à une action en tête où Paul George commence à faire l'isolation, Dallas essaie de surcharger le terrain autour de lui, mais ce qui fait qu'il y a 2 autour du ballon et qui c'est qui vient se positionner derrière l'aide en fait, derrière le l'aide qui vient surcharger le terrain, c'est Zubac qui vient se placer sous le panier et quelqu'un est censé le couvrir, mais sauf que c'est Kyrie et donc Kyrie il est pas assez gros, donc ça donne aussi un post-up facile et puis très simplement un peu le jeu de pick and roll un peu classique. Alors
pas le pick and roll à la Rockets, à la James Harden Capella de l'époque, juste le pick and roll de ciblage, c'est-à-dire on fait soit un pick and roll très haut, au niveau de la ligne médiane notamment, qui fait que aussi haut, tu es un peu obligé de switcher, et donc c'est comme ça que tu arrives à faire que Luka Doncic se retrouve sur James Harden. Soit sinon, tu as une autre solution qui est aussi très classique en NBA, c'est le pick and roll à 2 écrans, et ce qui fait que en fait, le premier écran sert juste à amener dans l'action un mauvais défenseur. Parce que tu te dis, tu peux pas tout switcher, mais par contre, le premier écran, tu es un peu obligé de switcher. C'est ce qui se passe un peu de facto. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive à créer pas mal de mismatchs intéressants, en fait, pour James Harden ou pour Paul George, avec ces fameux pick and roll où, sur les deux écrans, tu as un premier qui t'amène un mauvais défenseur. Donc voilà, après, ça crée pas mal de brèches dans la défense. On a vu un bon James Harden niveau scoring, mais aussi niveau distribution et niveau passing. Donc voilà, un plutôt bon jour pour les Clippers, qui n'avaient pas Kawhi Leonard en plus, mais qui, je trouve, avec la science un peu habituelle de Tyronn Lue de cibler le bon match-up, ça a marché. Ça a bien marché. Et je rajoute aussi en plus le bon match de la part de Russell Westbrook, qui a mis quelques 3 points, mais même en termes de création balle en main, qui a fait quand même des trucs assez intéressants sur le pick and roll ou alors piquer dans la 2 écrans pour aller au panier, drive and kick, etc. On l'a même vu d'ailleurs sur un alley-oop en backdoor envoyé par James Harden. Bref, il y a eu plein de bons petits trucs, des petits ITO aussi. Je pense que vous l'avez noté aussi. Je crois que Richard Jefferson, sur le broadcast d'ESPN, l'a noté, le fameux on donne la balle à Mason Plumlee en pivot passeur en tête de raquette. On fait genre que Paul George remonte sur l'aile. Et en fait, non. Il change de direction et il repart de l'autre côté, un backdoor qui ouvre totalement un chemin, en fait, un layup facile. Donc voilà, le Tyronn Lue d'habitude, les Clippers de d'habitude, ça a bien marché, avec en plus ce bonus de rebond offensif de la part de Zubac et de Mason Plumlee, et même de Terrence Mann, Westbrook, etc., qui a très très bien marché. Donc ça, c'était très cool. Eux, pour le coup, les ajustements, je pense que c'est toujours un peu difficile à dire, parce que aussi, parfois des problèmes de spacing. Je me demande à quel point est-ce que Dallas pourrait pas aussi défensivement un peu plus, prendre des largesses et essayer un peu plus de structurer le terrain autour de ces fameux stars, parce que il y a quand même quelques non-shooters côté Clippers. Et je pense qu'on pourrait faire mieux. Alors après, comme dit, ils l'ont fait. C'est aussi juste que parfois James Harden a réussi à trouver la bonne solution de passe vers le corner opposé ou un truc comme ça, mais voilà, je pense que c'est une stratégie qui a été entamée et qui mérite d'être prolongée, parce qu'en effet, il y a quand même quelques non-shooters côté Clippers qu'on pourrait continuer à ne pas respecter. Donc évidemment, un ajustement. Après, à voir aussi, parce qu'il y a aussi Kawhi Leonard qui est censé revenir. Donc voilà, il y a peut-être aussi un James Harden qui va pas avoir tout le temps ce type d'efficacité, de réussite sur ses isolations. On connaît James Harden à son âge, c'est plus celui de Houston qui est hyper régulier un peu tout le temps, y compris en playoff. Là, c'est... Voilà, l'an dernier, par exemple, souvenez-vous, il fait un énorme match 1 à Boston, et puis ensuite le match 2, match 3, il arrive même plus à aller au panier. Voilà, irrégularité un peu classique côté James Harden, c'est normal avec l'âge. Mais voilà, plutôt très bonne performance du coup de la part des Clippers autour du pick and roll, autour de on va cibler le bon match-up, autour de quelques ATO, plus donc la défense, comme dit, avec parfois en switch, mais tant qu'on peut, on essaie de rester dans un deep drop. Donc, je pense que la série va être hyper intéressante. Il y aura peut-être un jeu de à quel point est-ce qu'on arrive à faire des match-up gros versus petits, des deux côtés d'ailleurs, parce que comme dit, pour l'instant, les Clippers sont joués gros. Ils ont aussi cette carte, ils ont cette carte du jouer un peu plus petit, en small ball, potentiellement. Donc si Dallas commence un peu à vouloir faire ça pour du spacing, pour du switch, peut-être que les Clippers peuvent aussi y répondre. Peut-être que Dallas peut s'ajuster avec des écrans glissés pour aller plus vite au panier, pour des lobes. Peuvent aussi faire des post-up de Luka Doncic, ce genre de choses qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, deux équipes qui finalement chacune a pas mal de non-shooters aussi dans le lot. Donc au niveau défense, ça peut permettre quelques schémas très agressifs. Donc à suivre. J'en fais pas plus pour l'instant. Ah si, tout de même, on peut dire Paul George. Bon match aussi, très bon match de la part de Paul George. Lui aussi qui a plutôt bien mis ses tirs, qui est allé au panier, voilà. Franchement, gros match aussi de Paul George, évidemment. Mais donc voilà pour ce match entre Dallas et les Clippers. Et donc, deuxième match que je voulais aborder, c'est celui de Minnesota contre Phoenix, qui a été un match, là encore, le score final ne reflète pas totalement à quel point le score a pu être intéressant ou pas.
pardon, à quel point le match a pu être intéressant ou pas, mais pour moi, il a été. Et je pense que l'histoire de ce match, bon, vous l'avez vu, c'est Anthony Edwards qui met plein de tirs, mais je crois que ça en raconte aussi beaucoup tactiquement, et parce qu'en effet, même tactiquement, c'était ça, l'histoire du match. C'est pas qu'un truc de narratif, c'est pas qu'un truc de highlight ou autre, ou de gros moments de playoff, non. Même tactiquement, en fait, c'était là, ça se jouait là, et notamment, on en avait parlé dans les previews, le côté, les Suns, ils ont du mal à protéger le panier, donc la clé, ce sera à quel point Anthony Edwards peut driver au panier. Parce que lui, quand il veut, il peut être magnifique pour aller au panier. Donc, il y a un truc à faire là-dessus. Il y a un truc à faire, on en a parlé dans la preview, si ça vous intéresse, je pense qu'elle est toujours d'actualité, donc allez regarder et allez voir, allez écouter, pardon, si ça vous intéresse. Mais oui, c'était un point clé, et pour le coup, Frank Vogel est sorti sur ce match 1, tout début de série, et Phoenix savait que c'était un point clé. Qu'est-ce qu'a fait Phoenix ? On a structuré le terrain de telle sorte à ce que on essaie de boucher au maximum l'espace. Et donc si vous allez voir ce match-là, et notamment les possessions de Anthony Edwards, dès qu'il a la balle, en fait, on a... Alors déjà, sur les écrans, on switch, mais on switch en restant un peu longtemps sur Edwards. C'est-à-dire, ok, on change, mais bon, pendant une seconde ou deux, on reste à peu près à deux sur l'écran. On essaie un peu de traîner sur cet écran-là, parce que voilà, on sait que c'est pas non plus un passeur absolument fantastique à faire la touch pass qui va réactivité de fou et tout. Il aime bien avoir la balle aussi, donc cette petite seconde et demie ou deux de latence, c'est pas lui qui va la punir, Anthony Edwards, pas tout le temps en tout cas. Donc on avait ça, plus surtout, on avait, comme dit, les Phoenix a essayé de structurer le terrain tout autour de Edwards pour l'empêcher de driver. Et donc, notamment, en début de match, vous voyez donc son défenseur qui est très proche de Edwards pour un peu lui mettre la pression et être très haut sur lui, finalement, plutôt que de se tenir très loin. Donc on a ça, plus quelqu'un dans le gap, comme on dit, donc en tête de raquette. On avait Eric Gordon, on avait, Devin Booker, ou des mecs comme ça qui étaient pas loin, en fait. Et donc, si Edwards commence un peu à driver vers là, il suffit de se décaler un tout petit peu d'un pas, de mettre la main, et puis on le gêne, en fait, sur son drive, très simplement. Il y avait aussi, en deuxième rideau, un Kevin Durant ou des joueurs comme ça qui venaient boucher le terrain aussi. Et ce qui fait que sur la première mi-temps, pour moi, l'histoire du match, c'est qu'on bouche le terrain et que Edwards, il n'y arrive pas tant que ça. Il y a 2-3 passes qui sont même envoyées directement sur un joueur des Suns, parce que voilà, il a un mec sur lui, un mec au niveau de la tête de raquette, un mec qui l'attend aussi dans la raquette, parfois un peu plus bas, sachant qu'aussi on avait, comme dit, Kevin Durant qui sur des actions venait juste sur le pick and roll, il s'occupait de l'intérieur. Donc ce qui fait que quand à l'intérieur qui essaie de plonger au panier, il y a Kevin Durant qui le réceptionne, ce qui fait que Nurkic pouvait aussi rester sur le ballon. Et donc il y avait 2 personnes sur le ballon. Il y avait le défenseur d'Edwards plus Nurkic. Donc il y a ça aussi. Ça a créé pas mal de turnovers, ça a créé des mauvais tirs. Et bon, finalement, on arrive aussi à un point un peu philosophique de comment est-ce qu'on arrive à battre un schéma en play-off. En fait, il y a 2 manières. Et ça va vous rappeler peut-être un podcast que j'avais fait sur les casseurs et les terrasseurs de défense, ceux qui arrivent à casser la défense, à créer du chaos, ou alors ceux qui juste scorent par-dessus. C'est un peu ça. En play-off, il y a un peu cette double philosophie de comment est-ce que tu peux battre une défense. Soit tu la casses, soit tu la terrasses. Soit tu arrives à la briser, à briser le schéma et à passer, à contourner l'obstacle. Soit tu dis, ok, vous voulez que je prenne ce tir, je le prends et je vais le mettre. Voilà, c'est un peu les 2 philosophies qui existent sur comment est-ce qu'on fait pour battre une défense. C'est est-ce que j'arrive à passer outre le schéma, j'arrive à le casser, à le briser et à les faire sortir du schéma. Soit je reste dans le schéma, mais toi tu veux que je prenne ce tir, ok, je le prends, mais je le mets. Et pour moi, ça a été ça, l'histoire de ce match avec Anthony Edwards, parce que les Suns ont continué à vouloir quadriller le terrain autour. En début de match, ça a été une grande réussite. On a vu même Anthony Edwards commencer à s'ajuster. Notamment, je pense à une séquence où il donne la balle. Du coup, il lâche très vite la balle plutôt que lui-même de jouer le pick and roll. Il lâche la balle à Karl Anthony Towns, pardon. Il lâche la balle à 4 en tête de raquette et puis il coupe au panier. Et donc là-dessus, quand t'es off-ball, le Phoenix n'est pas aussi prêt. Voilà, tu vas pas quadriller le terrain autour d'un joueur off-ball, à moins que ce soit Stephen Curry. Mais du coup, sur un cut-off ball, il était un peu plus libre, et donc il donne la balle à 4, et ensuite il coupe au panier, il a la balle. Ok, premier ajustement. Deuxième ajustement aussi, que j'ai beaucoup aimé, c'est en transition, notamment. Il remonte en transition. Il sent que, il a déjà vu, je crois qu'en tout début de match, Eric Gordon, sur une transition, vient le gêner, donc il peut rien faire. Sur une transition un peu plus tard, il sent qu'il y a l'aide qui vient, qu'on essaie un peu de faire le mur en transition, qu'on essaie un peu de le gêner.
Et là, spin move magnifique pour avant que LED ne puisse venir boucher le terrain et l'empêcher d'avancer. Spin move, il va au panier. Je crois que c'est l'action où, vous savez, il fait quasiment un dunk, il se fait contrer, mais derrière, il y a un rebond offensif de Towns, je crois. Cette action-là qui a failli être mythique avec le dunk. Bref, donc lui-même a fait quelques ajustements qui étaient très bons, mais c'était pas, comme dit, hein, c'était pas que des ajustements pour essayer d'éviter l'obstacle et de casser le schéma. En fait, le schéma n'a aussi pas marché parce que très simplement, il a mis les tirs que Phoenix voulait concéder. Et notamment la deuxième mi-temps, en fait, c'est totalement ça. Le festival de deuxième mi-temps, c'est totalement ça. Si vous regardez au final, il va pas au panier, Edwards, en deuxième mi-temps. Les paniers, allez-y, hein, regardez-les, il va pas tant que ça au panier. C'est juste que il prend la balle, il y a le terrain qui se bouche autour de lui, la défense se resserre autour de lui, mais que se passe-t-il ? Lui, c'est pas grave, ok, tu veux me limiter et me laisser dans mon spot à mi-distance, pas de problème, je les mets. Je mets les tirs. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment l'histoire de ce match parce que, il n'y a pas eu d'ajustement en fait. Il y a juste eu du shotmaking. Il n'y a pas eu la créativité tactique ou autre pour dire non, il faut qu'on évite ce schéma. Non, ok, tu veux me proposer ce schéma, je reste dedans, mais par contre, je le bats avec le tir que tu veux me donner, je le prends. Et c'est ce qui fait que on a eu un peu un festival de shotmaking à mi-distance, qu'on a eu un peu d'un festival parfois aussi sur des pull-ups à 3 points ou des trucs comme ça. Et au final, la défense de Phoenix, elle n'a pas été si atroce que ça, je trouve. En tout cas, sur les séquences sur Edwards. Elle a bouché le terrain, elle a essayé de limiter les dégâts. C'est, entre guillemets, juste. Juste que Edwards a mis ses tirs. Après, si on se projette, est-ce que Edwards pourra mettre ses tirs tout le temps ? Je ne suis pas sûr, en tout cas pas avec cette fréquence. Après, c'est Edwards en playoff, on ne sait pas. Il a toujours été fantastique, fabuleux, Michael Jordan. Donc peut-être que Edwards, qui est à 40% en carrière à mi-distance, il va être à 60% sur la série. Hein, pourquoi pas ? Moi, je pense pas. Je pense pas avec cette fréquence, mais peut-être qu'il peut les mettre juste assez pour que ça marche. Et puis, conséquence aussi de tout ça, c'est que au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, après le troisième quart-temps, quatrième quart-temps, Phoenix commence un peu plus à s'ajuster. Et donc, à la place de simplement quadriller le terrain autour d'Anthony Edwards, du coup, ils se mettent à être un peu plus agressifs. Et même vraiment plus agressifs. Donc voilà, ça a aussi été un bon ajustement. C'est que du coup, si tu fais un schéma où tu concèdes un type de tir et Anthony Edwards les met tous, tu t'ajustes. Et donc, tu essaies d'être un peu plus agressif pour le faire lâcher la balle. Mais conséquence directe, quand tu le forces à lâcher la balle, c'est que tu mets beaucoup de personnes sur le ballon. Et donc, ça libère des tirs ailleurs, quoi. Ça libère pas mal de tirs à 3 points un peu ouverts de Naz Reid, de Nickel Alexander-Walker, etc. Donc voilà. Il a été tellement bon que finalement, Phoenix a été obligé de s'ajuster, de pas juste quadriller le terrain et boucher les espaces. Non, ils ont été obligés de sortir sur Edwards, ce qui a créé aussi pas mal de circuits de passe, évidemment, dans le dos ensuite de la défense. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, bonne séquence de jeu avec Towns, qui a été plutôt pas mal. Et comme dit, c'est un peu l'intérêt de son profil, c'est-à-dire c'est pas forcément un créateur à haut volume, je pense pas, parce que voilà. Mais par contre, ça offre un peu de diversité. Et c'est exactement ça qu'on a eu sur ce match-là avec Towns au poste bas. C'est quasiment un mismatch. En tout cas, c'est un match-up où la défense est un peu obligée de réagir. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a créé quand même 4, 5, 6, 7 séquences de jeu où soit il va au panier et il va scorer, il attaque Kevin Durant, soit il fait des passes et dans le dos, je crois que j'ai en tête un dunk de Rudy Gobert qui coupe dans le dos. Je crois que j'ai une séquence de passes où ça fait extra passe. Ça va trouver le corner à 3 points de l'autre côté. En deuxième mi-temps, du coup, que fait Kevin Durant ? Il essaie de faire un front, de passer devant au poste bas pour empêcher d'avoir la balle, mais ça marche pas. Bref, on a eu plein de trucs comme ça, et finalement, cette source d'attaque un peu secondaire, elle a pas mal marché. Et elle marche d'autant plus que Phoenix aime bien, ne pas jouer gros, en tout cas pas partout. Et pour moi, Kevin Durant au poste 4, typiquement là où il est très bon, c'est l'aide off-ball, le volume off-ball et les rotations deuxième rideau avec sa longueur, etc. Mais par contre, pour moi, c'est une bonne idée de l'attaquer frontalement un peu sur le côté puissance où juste, t'envoies la balle au poste bas à Towns et il y a Kevin Durant qui est dessus, il est un peu moins costaud tout de même, donc il y a de quoi faire. Et si ça déclenche des aides, Towns, il a le passing, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu. Bon point aussi, côté attaque des Timberwolves que j'ai pas mal aimé.
Et donc, pour passer un peu sur Phoenix, un point qui m'a un peu déçu, c'est... Enfin, déçu. Il y en a un, je m'y attendais, un, je m'y attendais pas. Celui auquel je m'attendais, c'est le côté, on n'est pas capable d'aller au panier, ou en tout cas, on n'est pas capable d'être efficace au panier. On n'est pas sur une armada, hein, comme dit. Hein. Allez, écoutez la preview si ça vous dit, ou alors écoutez l'hebdo. On en a parlé toute la saison, mais on est plus sur des jump shooters que sur des drivers. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu une très mauvaise efficacité au panier. On n'a pas eu en fait un impact au panier. C'est ça qui est le plus dommage. Et on est habitué avec ces Suns, c'est beaucoup de shot making un peu plus loin du panier, mais assez peu de drive. Je pense que le premier que je pointerai du doigt, c'est Durant, évidemment, qui avec les années, avec l'âge, devient de plus en plus un spécialiste du pull-up à mi-distance. Et comme dit, hein, parfois il le met, et parfois il le met pas. Et ok, bon, souvent il va les mettre, mais ça crée plus une aussi grande synergie dans le jeu, quoi. C'est une identité un peu statique, quoi. Pour le coup, c'est je reste un peu à mi-distance, pull-up à mi-distance, et voilà, quoi. Et soit je le mets, soit je le mets pas. Mais ça crée rien dans le jeu, quoi. Donc ça, Kevin Durant, Booker n'a pas fait un gros match, pour le coup. Lui, je m'attendais un peu à mieux, notamment sur la gestion des pick and roll et sur comment est-ce qu'on peut un peu plus disséquer une défense. J'ai beaucoup aimé Bradley Beal, qui lui est le meilleur driver des trois, sans doute, et qui a fait pas mal de choses, j'ai trouvé. Donc voilà, le côté au panier, ça manque beaucoup. La présence au panier et l'efficacité au panier, ça a beaucoup manqué. Après, il y a un autre aspect sur lequel j'ai été surpris un peu négativement, parce que d'habitude, c'est une force, c'est le rebond offensif. C'est vraiment le rebond offensif. D'ailleurs, sur ce match-là, Minnesota, eux, en ont pris beaucoup des rebonds offensifs. Donc voilà, ça n'aide pas. Mais de l'autre côté, Phoenix en a pris très peu, alors que c'était, en saison régulière, une de leurs cartes spéciales. Pas tout le temps, mais parfois, ils pouvaient jouer cet aspect-là et être très bons. Là, le problème, et c'est ce qu'on avait dit un peu dans la preview, c'est à quel point est-ce que Minnesota, qui est une très bonne défense de demi-terrain et du rebond, à quel point est-ce qu'ils peuvent pas un peu annihiler cet aspect-là. Ils l'ont fait. Voilà, très simplement, ils l'ont fait. On n'a pas eu du tout beaucoup de rebonds offensifs côté Phoenix. Donc on n'a pas eu multiplication des deuxièmes chances et ainsi de suite. La défense des Timberwolves était là, elle était présente et elle a été très bonne. Donc de ce côté-là, pas de rebond offensif, sachant que en plus, Josh Okogie n'a joué que les minutes de garbage time, alors que lui aussi, c'est aussi un moteur d'habitude de ce rebond offensif. Mais voilà, c'est un peu... on n'est pas non plus surpris, parce que la défense de Minnesota est quand même élite, et pour une raison, ils sont forts partout en fait. Hein. Ils sont forts au poste de pivot, ils sont forts dans le périmètre, ils sont forts sur la défense on-ball. Donc ouais, ça a plutôt pas mal marché, hormis comme... quelques séquences de Bradley Beal qui arrivent à attaquer un tel ou un tel, hormis du shot-making pur de Durant sur certains pull-ups, certains trucs comme ça, où en effet il les a mis, hein, mais comme dit sur la globalité du match, il ne crée pas non plus beaucoup de jeu en soi, ça se finit par un pull-up ou rien du tout, quoi. Donc on a ça. Après, avec Phoenix, je trouve que il y a des fois, on voit un Phoenix magnifique. Non pas qu'il y en ait de ses cendres, mais on voit un Phoenix qui est très bien huilé. J'ai en tête une possession, un Spain pick and roll où on arrive totalement à berner la défense, parce qu'on a d'un côté donc un Spain, Bradley Beal, qui utilise un pick and roll, et le Spain, en fait, c'est un deuxième écran qui vient bloquer le défenseur du rollman, de celui qui plonge au panier. Bref, un pick and roll à 3, si vous voulez, grosso modo. Et côté faible, on a Booker et Kevin Durant. Ce qui fait que côté faible, on a totalement la défense qui est occupée, donc ça peut pas aider au panier. Et sur le Spain en question, on a Gobert qui sort sur Bradley Beal, parce que Beal fait semblant de prendre le pull-up, et donc ça nous libère un magnifique lay-up totalement ouvert, hein, pour Nurkic au panier. Enfin voilà, je ne vais pas tout décrire, mais on a quand même quelques bonnes séquences comme ça, mais je reste quand même sur ma faim. Et sur la suite de la série, je me demande premièrement à quel point est-ce que la créativité tactique va pouvoir être un peu améliorée. On a quelques séquences aussi, hein, pas Bradley Beal, de Devin Booker qui ressort un peu, qui démarre dans la raquette, qui remonte et qui curl ensuite au panier, ou des choses comme ça, où on le met un peu en mouvement, on le met un peu dans la situation, il peut lire le jeu et faire la passe, soit je fais la passe au rollman, soit je ressors à 3 points s'il y a l'aide qui vient au panier, etc. Mais voilà, globalement, à quel point est-ce que la créativité tactique peut un peu être améliorée, à quel point est-ce que juste le shot-making peut pas aussi être amélioré, à quel point est-ce que le rebond offensif peut pas devenir un peu plus un facteur. Peut-être qu'on pourrait se permettre de réutiliser Josh Okogie, ou de juste d'attaquer à beaucoup plus. Donc c'est aussi un point. Et puis à quel point est-ce que le drive et l'absence de drive est quelque chose qui peut être amélioré ou pas, sachant que Phoenix n'est pas top dans l'exercice, et que
Bah, de l'autre côté, voilà, j'ai même pas détaillé, mais la défense de Minnesota, elle est quand même excellentissime et elle a été très bonne. Donc voilà. Parce que eux, les drives ou les tirs au panier, parfois, ils en ont concédé quelques-uns, alors pas des tonnes, mais par contre, bah, il y a full de monde au panier, quoi. Il y a full de monde au panier, ça défend plutôt pas mal et c'est compliqué de les mettre, les tirs au niveau du panier. Qu'est-ce que j'ai manqué? Je crois que c'est à peu près tout pour ce match. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Ah si, beaucoup de turnovers, je crois. Ça m'a pas beaucoup plu, ça. Beaucoup de turnovers côté Phoenix, notamment. Minnesota en a fait pas mal aussi, mais voilà, ça devient compliqué côté Phoenix parce que si t'as pas beaucoup de secondes chances au niveau du rebond, si tu perds en plus des balles au niveau des turnovers, ça commence à être un peu limite. Alors, petit rajout au montage dans le flow de l'enregistrement, j'avais oublié. Non, point clé pour moi qui pourrait être intéressant, ce serait de jouer plus souvent avec des configurations un peu de small ball de facto, mais surtout pour le shoot en fait. Parce qu'il y a pas mal de fois où sur un pick and roll, bah, forcément on a le défenseur du porteur de balle plus Rudy Gobert qui est en drop. Or, quel est le problème là-dessus? C'est que Minnesota est capable donc de garder 2 défenseurs sur le porteur de balle. Donc sur Bradley Beal ou sur Devin Booker. Pourquoi? Parce que Nurkic, quand il s'écarte à mi-distance ou à 3 points, bah, il n'est pas défendu. Donc c'est là où, en plus, on en a vu un peu plus en deuxième mi-temps, des configurations un peu plus espacées, ou avec un Royce O'Neal en poseur d'écran, ou ce genre de pick and roll, ça pourrait être beaucoup mieux, je trouve, parce que au moins, ça force la défense à faire quelque chose. Soit à ne pas être à 2 sur le ballon, soit à amener un 3e défenseur dans l'action qui fait la rotation sur Royce O'Neal, qui fait le pick and pop, mais du coup, ça donne une extra passe et ça peut faire tourner pour aller trouver un autre 3 points ailleurs, ou un cut. Bref, je pense que c'est une carte à jouer et j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus jouée parce que là, actuellement, Nurkic en poseur d'écran face au drop, c'est pas non plus une menace de verticalité qui va plonger vite dans le dos du drop et mettre de la pression de cette manière. C'est pas du tout un pick and pop. Donc ouais, face à peut-être la meilleure défense de drop de NBA, peut-être qu'il faudrait arriver à trouver 2-3 trucs. Sachant qu'en plus, Nurkic, c'est pas non plus le mec qui va te défendre le panier extrêmement bien à cet âge-là et avec ses blessures, je veux dire. Donc à quel point est-ce que finalement un line-up plus petit, tu souffrirais? Je ne sais pas, mais à quel point tu peux aussi essayer de compenser un peu plus avec le côté rotation très agressive, pré-rotation dans la raquette pour forcer la balle à aller ailleurs. Voilà, c'est pas comme si tu perdais un mec transcendant en termes de protection du panier. Donc vraiment, cette carte du 5-out qui a été un peu testée, qui forcerait à mettre Gobert sur un shooter, j'ai très envie de l'avoir. Parce que y a pas mal de fois où sur le pick and roll, tu te dis bah non, mais là, oui, évidemment, évidemment que tu as 2 joueurs sur le ballon et qui vont rester sur le ballon parce qu'il n'y a aucune raison de sortir défendre sur le pick and pop. Donc voilà, j'aimerais bien. À suivre. Ensuite, Cavaliers contre Magic. Match 1 remporté par les Cavaliers. C'est pas pour dire, je l'avais dit, mais ça me conforte un peu dans le choix que j'avais fait de parier plutôt sur les Cavs, et notamment pour cet aspect, on a 2 défenses qui sont 2 défenses d'élite, y compris 2 défenses d'élite sur demi-terrain, mais j'ai sans doute un peu plus confiance à la force de frappe offensive des Cavs, qui sont pas non plus une magnifique attaque, y compris sur demi-terrain, mais un peu plus confiance en eux qu'en Orlando. Pour l'instant, sur ce match 1, c'est exactement ce qu'on a vu. Je trouve, avec des Cavs qui n'ont pas non plus été fabuleux, une défense d'Orlando qui a été magistrale. Je pense que je vais essayer de faire une compilation, mais c'est bon, tout le monde s'en fiche parce qu'ils ont perdu, mais la défense, il y a des séquences qui sont bluffantes de la part d'Orlando. Le problème, c'est que Cleveland est quand même relativement bon, ou en tout cas assez bon pour passer outre, là où ça bloque totalement. Pour l'attaque de Orlando, ça a calé en fait. Shotmaking et créativité. Il y a vraiment ces 2 éléments de création et shotmaking qui ont posé problème, dans le sens où quand ils arrivaient à créer et à générer pas mal de tirs ouverts ou des bons tirs, il n'y avait pas la capacité à les mettre ensuite. Donc ça, c'est un peu dommage, quoi. Et pour moi, c'est pas que de la chance. C'est pas que de la chance, parce que Jalen Suggs, je sais pas moi, des Paolo Banchero ouverts à 3 points, des Franz Wagner parfois, ou ils n'ont pas un talent pur de shotmaking énorme, quoi. C'est pas juste, c'est des bons shooters, mais qui ont eu un mauvais soir. Non. C'est plutôt, c'est aussi un peu lié à leur profil. C'est pas des bons shooters, c'est pas des bons shooters à 3 points, c'est pas des, voilà. Donc il y a un peu ça. Quand ils ont créé des bons tirs, ils sont pas arrivés à les mettre. Et puis de l'autre côté,
de l'autre côté, parfois, il y avait aussi ça calait niveau créativité et créer du jeu, en fait. Hein. Il y a les bonnes actions, c'est notamment soit quand on avait un peu Paolo Banchero à la baguette, soit sinon quand on avait un peu de jeu off-ball, et au niveau des cuts, c'est vrai que c'est une excellente équipe de cuts. Mais bon, là, il y a un potentiel limité, quoi. Les cuts, au bout d'un moment, bon, ben, voilà, quand t'as trop de mauvais shooters et que Cleveland, du coup, surcharge un peu le terrain autour de la raquette et ne respecte pas tout le monde, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de place pour les cuts, quoi. Donc oui, en série régulière, ça passe peut-être un peu plus, peut-être, je ne sais pas. Mais dans ce contexte-là de playoff, les cuts, c'est sympathique, mais ça peut pas être ton attaque. Je pense pas. Donc voilà, on avait aussi pas mal de séquences où ça calait, quoi. Et des fois, ça calait très simplement et on n'arrivait pas à créer de jeu parce que voilà, derrière, Cleveland élite aussi en défense, quoi. On a parlé enfin, je n'ai pas encore détaillé, mais la défense d'Orlando, on a dit c'était élite. La défense des Cavs aussi, c'est quand même très très solide. Donc ouais, quand tu as face à une équipe qui est limitée offensivement, comme on l'avait expliqué, ça peut vite devenir compliqué. Ça peut vraiment vite devenir compliqué. Il y a certaines séquences où Orlando essaie d'attaquer, notamment quand on se retrouve avec George Niang sur Banchero, mais sauf que, en fait, c'est pas Niang qui défend Banchero, c'est Niang en premier rideau, plus quelqu'un en deuxième rideau. D'ailleurs, il y a une action un peu, un peu marrante où du coup, il y a une fois où Banchero arrive à aller au panier sur George Niang, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de LED en deuxième rideau et on voit George Niang qui engueule Caris LeVert, genre, mais qu'est-ce que tu fous en fait? C'est pas ça le schéma, quoi. C'est pas du 1 contre 1, quoi. Et avant et après, vous verrez que en fait, il y a toujours Jarrett Allen ou Evan Mobley derrière. Donc voilà, c'est ça aussi c'est le schéma et c'est la faiblesse d'Orlando qui a pas beaucoup de spacing. Donc là-dessus, les Cavs ont parfaitement su tirer profit de ça et organiser une défense pour gêner le Magic, hein, qui n'avait pas trop de réponses. J'ai trouvé que les meilleures séquences d'Orlando, c'était notamment avec Markel Fultz à la baguette, qui lui arrivait tout le temps à générer des bons tirs. De par ses pick and roll, de par ses driving kicks. Pour les autres, hein, je veux dire, parce que pour lui, parfois c'était un peu compliqué. Il y a un drive où Evan Mobley, un drive sur pick and roll où Evan Mobley le contre au panier de manière assez spectaculaire, mais Markel Fultz arrivait assez bien à libérer des grands tirs ouverts pour ses coéquipiers, mais voilà, derrière, les tirs ne rentraient pas. Les tirs ne rentraient pas, donc ça, c'est un peu un problème, mine de rien. Pas que un peu, d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, oui, la surprise du chef, ça a été Isaac. Jonathan Isaac qui s'est retrouvé titulaire. Lui qui joue en moyenne 15 minutes par match, littéralement, en série régulière, là, il a joué comme un vrai titulaire. Hein. Et bon, trouvaille, je ne sais pas, parce que c'est juste un bon défenseur magnifique qui n'a pas de shoot. Donc, est-ce que c'est une trouvaille de dire, maintenant, t'es un poste 5? Je ne sais pas. Mais dans les faits, c'est ce qu'on a eu. On l'a fait jouer en poste 5, hein, carrément, à la place de Wendell Carter Jr. ou à la place de Goga Bitadze et à la place de Mo Wagner, etc. Et ouais, ça a plutôt bien marché parce que on se rend compte qu'il y a la polyvalence de d'habitude, hein, les switches, etc. Mais pas que. Il y a de magnifiques séquences de protection du panier comme un vrai pivot, quoi. Donc là-dessus, la défense d'Orlando, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. C'est juste que les Cavs, ils ont quand même un peu plus de force de frappe là-dessus, un peu plus parfois de mouvement de balle, un peu plus de shooter aussi, très simplement, pour mettre les tirs ou pour créer de la menace et du danger. Il y a eu une tactique qui a été utilisée très rapidement aussi, et je pense qu'on pourra le revoir, hein, c'est sur pick and roll, on fait le pick and roll entre Garland et Mobley, plutôt que Jarrett Allen, parce qu'on cherche à cibler qui est-ce qui défend sur Mobley, c'est Paolo Banchero. Et donc c'est plus facile à attaquer, évidemment, que d'attaquer un Isaac ou un Wendell Carter Jr. ou d'autres mecs comme ça, quoi. Donc voilà, assez compliqué cette série pour Orlando pour l'instant. Si on reste un peu sur ce niveau offensif de shotmaking, créativité, bon, la réussite parfois elle va pouvoir venir, mais à quel point est-ce que la créativité de pouvoir opérer face à cette défense des Cavs qui bouche le terrain, qui respecte pas les shooters, etc., ça va être compliqué. Ça va être compliqué alors que de l'autre côté, c'est pas génial, mais avec Mitchell, avec Garland, avec George Niang, un peu de shoot, avec Max Strus, voilà, il y a quand même 2-3 trucs à faire un peu intéressants et ils sont arrivés. Donc je maintiens un peu mon pronostic pour le coup. Et le match a été plaisant sur la première mi-temps, mais peut-être un peu moins après. Et donc voilà pour ce Orlando-Cleveland. Peut-être on rentrera plus dans le détail plus tard sur d'autres matchs de la série. Et donc, on peut avancer... restons à l'Est. On peut partir sur Philadelphie-New York, qui, je trouve, a été sans doute le match le plus intéressant de ce premier tour, de ces matchs 1, en tout cas, pour moi.
Malheureusement, un peu marqué par la blessure de Embiid, qui l'a clairement affecté. Et on espère que ça va pas affecter trop la suite de la série, mais j'ai trouvé que les Sixers avaient pas mal de répondants, pour le coup. Et notamment, ce qui m'a un peu impressionné, c'est l'aspect défensif. Alors, à quel point est-ce que j'aurais dû être impressionné? Ça, c'est une autre histoire, mais j'ai trouvé que, notamment, tout ce qui est pick and roll de Brunson, qui est un peu la grande force de New York, hein, bah, ça a été totalement endigué par la défense, dans une certaine mesure en tout cas, par la défense des Sixers. Et je suis un peu obligé de commencer par ça. Vous allez dire, je suis biaisé, c'est mon idole, mais Kyle Lowry. Kyle Lowry, le match de Kyle Lowry, c'est une masterclass. Mais c'est incroyable. Et je parle pas de défense on-ball, parce qu'il a rarement été on-ball. Mais par contre, c'est un maestro de la défense off-ball. Et justement, c'était là toute la force des Sixers sur ce match-là. Alors, pas que lui, évidemment, mais lui il a été fantastique. Il a été partout. Et notamment, là où il a été très bon, c'est le placement off-ball. Justement, il y a un pick and roll entre Brunson qui va attaquer Embiid plus un autre. Hein. Du genre, on arrive à créer un premier switch où Brunson est défendu par Tobias Harris plutôt que Kelly Oubre, par exemple. Ok, donc on attaque, on est en 2 contre 2. Et en fait, non, c'est pas 2 contre 2 parce qu'on a Kyle Lowry qui abandonne totalement Josh Hart. Mais alors totalement, hein, vraiment totalement pour zoner en tête de raquette sur un pick and roll sur le côté, ou alors zoner au niveau de la ligne de la raquette aussi quand c'est un pick and roll plein centre, etc. Et pas que zoner en fait. Pas que zoner. C'est-à-dire que quand Brunson sort de l'écran et commence à snake de l'autre côté, à repartir de l'autre côté, qui est-ce qu'il trouve sur son chemin? C'est Kyle Lowry. Kyle Lowry qui vient littéralement sur lui. Et donc on exécute un peu ce qu'on appelle la next defense ou des peel switch, c'est-à-dire Kyle Lowry qui vient d'un troisième attaquant qui vient et qui prend la responsabilité de Brunson, et puis celui qui était sur Brunson, il peut rester tranquillement sur le pick and pop, par exemple. Un exemple comme ceci, mais voilà, Kyle Lowry a vraiment été fantastique un peu dans ce rôle de safety, non pas safety autour du panier comme on dit souvent, hein, le fameux rôle du roamer qui joue au safety ou libéraux défensif autour du panier pour protéger le panier sur des contres, sur des rotations. Non, là c'est un safety plutôt en tête de raquette, quoi. Un safety dans le périmètre. Kyle Lowry a été fantastique. Et pas que ça, hein, pas que ça. Il y a des séquences aussi en protection de panier, deuxième rideau. Il y a des séquences de box-out sur des gros qui sont assez impressionnantes. Il y a je prends la responsabilité de Jalen Brunson parfois. Enfin bref, je mets un peu l'accent sur Kyle Lowry parce que le match a été une masterclass défensive. Mais je pense que globalement, tout le plan de jeu et tout le match défensif de Nick Nurse et des Sixers a été extrêmement bien impressionné. Et effectivement, le pick and roll de New York n'a pas du tout marché. Vraiment pas. En tout cas, pas au niveau où on l'attendait et pas au niveau où il est d'habitude. Parce que le terrain était quand même assez congestionné, quoi. Et Kyle Lowry abandonnait Josh Hart, ou des mecs comme ça venaient un peu boucher l'espace, sachant que derrière, il y a toujours le côté aussi hyper intelligent de Kyle Lowry à quel point, comment tu fais ton close-out? Ça, c'est aussi très sous-estimé, on le remarque pas tout le temps, mais comment est-ce que tu fais ton close-out sur un mauvais shooter? Est-ce que tu te jettes pour empêcher le 3 points? Ou est-ce que donc un hard close-out, ou est-ce que tu fais un soft close-out où tu t'arrêtes à 2 mètres du mec et juste en fait tu reviens pas totalement? Et ça, c'est les petits détails. Et là-dessus, sur ces petits détails, ils ont été géniaux, quoi, les Sixers. Alors, ils ont perdu, on va y venir, mais mais là-dessus, franchement, l'impact a été assez énorme, vraiment. De l'autre côté, je pense que New York, on l'avait dit en preview, que potentiellement c'était une force, le rebond offensif, et face à cette équipe des Sixers qui n'est pas bonne au rebond défensif, là ils ont tout explosé, vraiment. Ils ont un rebond, un pourcentage de rebond offensif à 50%, 51% même, quasiment. C'est incroyable. Ça veut dire qu'une tentative sur 2, ils prenaient le rebond offensif. c'est assez dingue. Et là-dessus, c'est pas l'effort de un seul mec, hein. Parce que, certes, Hartenstein a été excellentissime, même quand il avait deux ou trois mecs autour de lui, il arrivait à taper la balle vers le périmètre, quoi, à la dévier pour l'envoyer dans le périmètre de nouveau. Mitchell Robinson aussi, sa présence qui a été plutôt pas mal aussi, mais c'est une stratégie collective avec les Knicks. C'est pas que un seul mec, c'est le fait d'envoyer 1, 2, 3, 4 mecs parfois attaquer le rebond, et ça a bien marché. Ça a super bien marché. Et ça a marché pour 2 choses, en fait. Il y a deux éléments qui ont marché. C'est, d'une part, le côté on ramasse pas mal de secondes chances, mais aussi, et paradoxalement, peut-être c'est contre-intuitif pour beaucoup, mais ça a aussi limité la transition des Sixers, qui sont une bonne équipe en transition, notamment avec Tyrese Maxey, évidemment, mais qui là, ils n'en ont pas fait tant que ça, des contre-attaques. Parce qu'en fait, et c'est là où ça paraît contre-intuitif, on dit toujours, le rebond offensif, tu te découvres, et donc tu es plus vulnérable, parce que si tu attaques le rebond, tu es vulnérable pour ne pas
pour la contre-attaque parce que tu ne reviens pas en transition assez vite. Mais sauf que, paradoxalement, on remarque qu'il y a des fois, c'est exécuté et c'est tellement bien exécuté et avec une telle agressivité qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'équipe adverse qui n'ose plus partir en transition, mais qui, justement, tu dis, mince, ils vont attaquer le rebond à 4 mecs, nous, on doit être au moins 4 ou 5 défenseurs à y aller aussi, quoi. Donc, ça paraît contre-intuitif, hein, ce côté. En plus, on le répète depuis toujours, quand tu attaques le rebond offensif, tu te découvres en contre-attaque et défensive. Et ça paraît normal. Mais sauf qu'en fait, il y a aussi parfois, assez régulièrement, cet effet inverse où, quand tu mets à ce point de la pression au rebond offensif, les autres, ils n'ont plus envie de partir en transition. Ils ont envie d'arrêter ton rebond offensif, ils ont envie, eux, de prendre le rebond. Et donc, ça part moins vite, quoi. Et je pense que ça a eu totalement cet effet-là. Non seulement, ils ont grappillé pas mal de deuxièmes opportunités sur lesquelles ils ont marqué, qui ont été vraiment cruciales, hein, pour le coup. Mais en plus, ils ont aussi réussi à empêcher la transition offensive des Sixers qui, je regarde, ils étaient à peine à 13%, dans le 37e centile. Donc à peine mieux que 37% des matchs de cette saison, grosso modo. Les stats sur Cleaning the Glass, si ça vous dit. Mais voilà, on n'a pas eu le jeu habituel des Sixers qui arrivent à partir très vite en transition, Tyrese Maxey, etc. On l'a pas vu tant que ça, mine de rien. Donc ça, c'est la magie et le pouvoir, on peut dire, le pouvoir du rebond offensif des Knicks, qui est vraiment... Voilà, c'est une équipe d'élite, hein, c'est pas pour rien. D'ailleurs, stat un peu intéressante, sur demi-terrain, ils ont marqué 76 points par 100 possessions. C'est un score absolument catastrophique. Mais, comme dit, c'est pas des vrais stats de demi-terrain, parce que au niveau des stats, en fait, à partir du moment où le tir est pris, la possession pour eux, la possession sur demi-terrain s'arrête. Mais donc évidemment, si tu vas voir dans l'autre catégorie, au niveau de la catégorie putback, rebond offensif, ils sont dans le 100e centile en termes d'opportunités de rebond, et puis en 100e centile en termes d'efficacité ajoutée sur rebond. Bref, donc voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est juste pour vous montrer que, en effet, sans le rebond offensif, c'était compliqué. 76 d'offensive rating sur demi-terrain, même si, comme dit, dans les faits, un rebond offensif, ça revient sur demi-terrain, donc dans l'esprit, ça fait partie de la possession, mais pour dire à quel point est-ce que le rebond offensif a marqué et a fait gagner. Parce que juste sur l'efficacité en elle-même, New York n'a pas fait un grand match. Hein. Ils n'ont pas fait un grand match du tout. Ils ne sont pas arrivés du tout à aller au panier. Une fréquence de tir au panier qui était très faible. Et notamment, on l'a expliqué, hein, sur tout ce qui est pick and roll et qui leur permettait d'aller au panier, ils ne l'ont pas fait. Tout ce qui était cut aussi, on n'a pas vu tant que ça. On a vu un peu Hartenstein parfois sur dribble and off ou sur des passes dans le dos. J'en ai une en tête là pour Brunson qui a bien marché, mais pas tant que ça non plus. Donc pas beaucoup de tirs au panier, pas efficace au panier. Le pick and roll a totalement été endigué de ce point de vue-là. Au niveau de la mi-distance, pas top non plus. Hein. Beaucoup de longs tirs à mi-distance, mais pas efficaces. Et puis mine de rien, c'est vrai, ce qui les a un peu sauvés, c'est une belle efficacité à 3 points. 45% à 3 points, même si c'était pas sur beaucoup de tentatives. Donc ça s'est pas joué que à ça. Hein, je veux dire, c'est pas genre on prend 63 points dans le match et on les met tous, donc on gagne. Non, c'est pas ça. C'est en effet hyper grosse efficacité à 3 points, et je pense que vous l'avez vu, notamment en fin de match. Je crois que c'est Josh Hart qui en met 2-3 points qui sortent un peu de nulle part, où tu te dis, non, mais tout le match, Kyle Lowry, il a abandonné Josh Hart, et c'était le bon plan de jeu. Bon, à la fin, les deux, il les met. Voilà, c'est comme ça. C'est le bon plan de jeu, mais ça marche pas. Je crois qu'Anunoby aussi, on a mis un en toute fin de match, qui a aidé un peu à conclure, mais honnêtement, ouais, les Knicks, un peu sauvés, hein, pour le coup. Un peu sauvés par le money time et le shot making dans le money time. Quand je dis shot making, c'est un peu dans le sens un peu aléatoire, pour le coup, même si, bon, voilà, il faut les mettre, hein, mais voilà, un peu sauvé par ça, et puis sauvé sur le match par le rebond offensif. Hein. Vraiment sauvé par ça. Après, cela dit, on peut pas totalement leur enlever du crédit, parce que, voilà, déjà, le rebond offensif, c'est de eux, c'est à leur crédit, hein, le côté, la stratégie. Et puis, pour aborder aussi un autre point, qui était un point clé dans la preview dont j'avais parlé, que vont faire les Sixers sur pick and roll? Que vont-ils faire? Ce qu'on a vu en première mi-temps, moi, je me pose la question dans la preview, est-ce qu'ils vont faire un drop, ou est-ce qu'ils vont faire un edge qui est plus agressif, qui va permettre que Brunson n'ait plus la balle, mais c'est assez énergivore de faire ça, hein, de faire sortir haut à chaque fois sur tous les pick and roll Joel Embiid. Donc là, ils ont fait le choix, première mi-temps, ça a fait du drop. Ok. Donc, Joel Embiid restait bas. Première conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? En impliquant aussi souvent Joel Embiid, comme on l'avait dit, forcément, Embiid n'est plus au rebond défensif. Donc, s'il est impliqué sur les écrans et sur le pick and roll, ça fait que derrière, c'est du Kelly Oubre, c'est du Tobias Harris et c'est du Tyrese Maxey qui doivent protéger le rebond.
Et ça, on l'a vu, hein, on l'a vu concrètement, il y a pas mal de fois où c'est des joueurs comme ça qui doivent protéger le rebond, parce que Embiid, il est sur l'écran. Donc, certes, le pick and roll en soi n'a pas donné grand-chose, mais il a permis d'impliquer Embiid, il a permis de l'éloigner du panier. Et comme dit, hein, il y a pas mal de fois où ils attaquent à 3, Josh Hart, Anunoby et je sais pas qui, et DiVincenzo, à 3 contre 3 rebondeurs défensifs qui sont pas top. Et donc, oui, moi sur un 3 contre 3, Josh Hart, Anunoby et DiVincenzo, je préfère eux que le trio Oubre, Tobias Harris et Maxey, quoi. Donc là-dessus, ça a marché. Le drop a aussi, bon, malgré ce côté rebond qui a éloigné Embiid du panier, je trouve que c'était pas mal. Ça a bien permis de verrouiller le panier côté Sixers, hormis rebond, mais bon, voilà, je sais pas trop comment juger ça du coup, parce que ça compte. Mais oui, à part ça, l'histoire du match, c'est aussi la blessure de Embiid, qui a fait qu'on n'a pas eu du tout la même défense en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que Embiid se blesse sur ce fameux dunk là, un peu évitable, je sais pas, mais en tout cas, et sur l'action avec la planche et tout ça, il retombe mal, on a l'impression. On voit dans son regard que, waouh, là il se passe un truc un peu grave, donc on commence un peu à flipper. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est à cause de la blessure ou si c'est juste un changement de philosophie. Je ne sais pas lequel. Hein. Je ne sais pas si c'est un peu un vrai choix stratégique ou si c'est motivé par la blessure d'Embiid qui est en mauvais état. Mais on n'a pas eu du tout le même schéma défensif en deuxième mi-temps. Et notamment, ce qu'on a eu, c'était beaucoup plus de la zone, ou alors des concepts de zone, dans le sens où on essayait de laisser Joel Embiid un maximum loin du ballon. Vraiment, on a eu ça. On a vraiment eu ça toute la deuxième mi-temps, où en première mi-temps, il était impliqué sur les pick and roll, et quand son porteur de balle, quand son poseur d'écran venait sur le ballon, il venait aussi. Ok. Donc drop, première mi-temps. Deuxième mi-temps, le plus possible, on essayait de le laisser loin de l'action. De le laisser un peu dans le rôle du safety. Mais là où je dis que c'était, j'ai pas l'impression que c'était que 100% de l'idéologie et de un vrai choix tactique, c'est que voilà, c'est pas genre on essaie de, on l'a vu cette saison, Nick Nurse l'a souvent mis dans ce rôle-là, mais c'est pour avoir un impact au panier. Là, j'ai trouvé que l'impact au panier était pas démentiel, l'activité autour du panier en deuxième rideau était pas démentielle. Là, je trouvais qu'on le switchait loin du ballon, juste, surtout même, pour qu'il soit pas sur le ballon. Surtout pour qu'il ne vienne pas et qu'il soit pas impliqué sur le pick and roll. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passait ? On a eu pas mal de zones, de vraies zones, de zones 3-2, notamment, ou 2-3, avec Embiid un peu au centre, Kyle Lowry un peu entre les deux, c'est-à-dire parfois 3-2 quand il est dans la ligne haute, parfois 2-3 quand il est un peu dans la ligne basse, mais à faire un peu l'essuie-glace sur le côté. Quand on appelait un écran, parfois, pas sur de la zone, je veux dire, mais sur des concepts de homme à homme, quand on appelait un écran, qu'est-ce qui se passait ? C'était Kyle Lowry qui d'un coup dit à Joel Embiid, non, toi tu restes en bas, moi je viens défendre le poseur d'écran, et Kyle Lowry, le magnifique, qui défend en drop, qui fait des trucs, voilà, qui fait du Kyle Lowry, quoi. C'est-à-dire le meneur de 6 pieds d'eau qui défend comme un intérieur de 7 pieds, quoi, qui exécute, qui vient défendre le poseur d'écran. Bref, pas que lui, pas que Kyle Lowry, je suis amoureux de Kyle Lowry, vous l'aurez compris, mais pas que lui, il y en a d'autres. Et en gros, on a essayé de passer les responsabilités du poseur d'écran à d'autres. Sauf que bon, au bout d'un moment, les Knicks ont compris, donc on appelait un écran, et puis quand il y avait un switch, on appelait l'autre écran. On appelait un deuxième écran, et là-dessus, Joel Embiid est un peu obligé de venir, quoi. Donc voilà, ça a aussi créé pas mal de difficultés, et notamment le comment on dit, je bloque toujours le dagger. FD me l'avait dit la dernière fois. Le coup de poignard, le dernier clou dans le cercueil qui a été fait sur ce match, et c'est une action comme ça. Où en fait, Embiid, on essaie de le garder loin de l'action sur un pick and roll, et il y a un peu confusion au niveau de qui doit faire quoi. Je ne vais pas détailler ici, mais grosso modo, il n'y a personne qui revient sur le shooter sur l'aile, parce que Embiid, il abandonne le shooter sur l'aile pour aller au panier, évidemment, pour rester un peu loin de l'action. Et il se retrouve à deux, Tobias Harris et Kelly Oubre sur le ballon, et quelqu'un est ouvert, quelqu'un est grand ouvert. Donc ça fait un peu... Voilà, c'est pour ça que je dis que je pense que c'était plus une stratégie par rapport à la blessure d'Embiid et son état physique, où il est revenu en deuxième mi-temps, alors que vu sa tête en première mi-temps sur la blessure, on se disait que c'était mort, même peut-être pour la série. Donc il est revenu, mais il n'était pas en grande forme. Il n'était pas en grande forme, et c'est pour ça que je pense que c'était une stratégie pour ça, mais une stratégie qui amène des complications. Et qui est un peu plus... voilà, pour bien l'exécuter, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Et donc, ouais, parfois tu as des brèches, et malheureusement, il y a eu des brèches dans le Money Time. Donc voilà, à mettre au crédit, pour le coup, de la part des Knicks, tout ça, cette exécution, ils n'ont pas été bons sur le pick and roll globalement, ils ne sont pas allés au panier, ils n'ont pas développé un peu leur attaque habituelle. Tiens, petite note aussi, d'ailleurs, sur l'attaque des Knicks.
Miles McBride, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire, Miles McBride? Quel est le délire? Je veux dire, je l'ai dans ma All-Star Team, hein, donc je le connais, hein, Miles McBride, mais je pensais que ce serait un meilleur défenseur, quoi. Je pensais pas que je pensais pas qu'on serait sur un vrai shooter à 3 points. Bon, je l'ai vu mettre des pull-ups à 3 points sur la tête de Draymond Green. Ok, tu te dis, bon, bah, c'est un match, quoi. Il était en feu contre les Warriors, c'est un match. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. McBride, il était plutôt très bon, hein. Plutôt vraiment, vraiment très bon. Donc, il continue à mettre ses 3 points. Ok, bah, pas de problème. C'était un des meilleurs shooters des Knicks en début de match. Les Knicks en mettaient aucun. Lui, il est rentré, il en a mis. Bogdanovic aussi. Tiens, Bogdanovic, que j'ai trouvé pas mal sur ce match-là. Pas encore à son plein potentiel, mais déjà, en défense, il s'est pas mal donné sur les hard edge, comme on dit. Donc, sur un pick and roll, on essaie d'impliquer Bogdanovic pour ne pas switcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte haut pour gêner le porteur de balle et puis il revient sur son défenseur. Et donc là-dessus, il a été extrêmement actif. De ma vie, je ne l'ai jamais vu aussi actif, aussi impliqué, aussi, aussi énergique. Donc, comme quoi le coaching de Thibodeau, ça marche. Donc, il y a l'aspect défensif et puis il y a l'aspect offensif aussi. Où on l'a vu 2-3 fois aller au poste bas quand en transition il a le bon match-up, c'est-à-dire Therese Maxey. Il y allait. Des fois où il y a un pick and roll et il est celui qui est côté faible, qui remonte depuis le corner jusqu'à la ligne à 3 points, jusque sur l'aile, je veux dire, pardon, et qui dégaine à 3 points, il l'a mis. Voilà, je pense qu'on commence un peu à... J'espère qu'on commence un peu à exploiter le potentiel de Bogdanovic en attaque, donc ça c'est aussi intéressant. Tiens, McBride d'ailleurs, tant que j'étais un peu sur lui, j'ai parlé du 3 points, mais pas mal de très bonnes séquences aussi de balle en main, y compris sur drive, y compris un peu sur cette créativité balle en main, donc ouais, assez étonné de ce point de vue-là aussi. Et puis, je réfléchis. Non, je crois que c'est pas mal. On peut passer du coup côté défensif. Et là-dessus, on peut faire la transition avec McBride, qui n'a pas démarré le match, mais qui, je pense, s'est un peu installé sur la fin de match, et qui, sur le reste de la série, devrait être beaucoup plus présent, notamment en défense sur Maxey. Je pense, parce que début de match, on a testé Anunoby, en fait, en tout début de match. Anunoby sur Maxey, quel est un peu le raisonnement? C'est essayer de mettre de la longueur, le plus possible de longueur et de taille sur Maxey pour le gêner. Bon, ça a un peu marché, pas tout le temps, parce que navigation d'écran, c'est pas non plus le fort de Anunoby, hein, qui est plutôt un énorme ailier, très puissant, stopper de gros ailiers, qui peut switcher sur des petits, mais navigation d'écran, c'est pas son fort. Donc, il y a eu 2-3 fois où Maxey prend l'écran, il est un peu libre à 3 points. Ou alors, sur un écran, il arrive à se cacher derrière l'écran. Quand Anunoby essaie de traverser d'un côté, il repart de l'autre côté, etc. Donc, je pense que McBride est un bien meilleur match-up, je trouve. Donc, je m'attends à ce que McBride soit même potentiellement titulaire ou ait pas mal de minutes aussi en défense sur Maxey. Et puis donc, pour développer sur ce côté-là du terrain, comment dire? Je pense que Maxey peut faire mieux sur ce match-là. On peut arriver à un peu mieux le mettre en condition, mais il a été pas mal. Il a vraiment été pas mal. Notamment, ce que Nick Nurse a fait, ce sont des pick and roll à 2 écrans avec, donc, en poseur d'écran, Joel Embiid et notre ami Kyle Lowry. Et oui. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir Kyle Lowry? Parce que ça permet, sur le premier des 2 écrans, j'en ai parlé tout à l'heure avec, je crois que c'était le Dallas Clippers où j'en ai parlé, mais oui, en fait, sur les 2 écrans, quel est le but? C'est que Maxey prend le premier écran de Kyle Lowry et donc se retrouve avec Jalen Brunson sur lui. Et ensuite, on enchaîne en fait le 2e écran, mais c'est comme si on faisait un pick and roll en ayant réussi à obtenir le mismatch, en ayant réussi à obtenir Brunson pour un pick and roll ensuite classique avec Embiid. Donc voilà, il y en a eu pas mal de ce genre de double écran Kyle Lowry, Joel Embiid, un peu pour essayer d'exploiter le bon match-up. Nick Nurse, excellent coach offensif aussi, hein, pas que défensif, mais au niveau des ajustements, de qui cibler, quand, etc. Donc là-dessus, je lui fais confiance. Le match a été plutôt pas mal. Je pense que les Sixers peuvent un peu faire mieux. Je pense que les Sixers auraient pu avoir un peu plus de réussite à 3 points, mais ils ne l'ont pas eu. Donc c'est un peu dommage. Et au final, pour moi, ils étaient dans le match jusqu'à la fin, jusqu'au Money Time, qui a mal tourné. Donc voilà. Et puis non, l'autre aspect de ce match-là, il faut aussi en parler, c'est l'attaque de Joel Embiid, qui en effet, un peu comme on a vu dans la preview, personne ne peut le stopper. Personne ne peut le stopper en 1 contre 1, donc il va falloir qu'on ait un effort collectif de resserrer le terrain autour de lui ou alors d'apporter les aides. Là-dessus, on a eu tous les bons trucs, c'est-à-dire, les bons trucs côté Sixers, de comment est-ce qu'on le met au post-up, c'est-à-dire on l'envoie au poste bas
et on sait qu'il y a une aide qui va se déclencher. Donc qui est-ce qu'on met directement à côté de Joel Embiid? On met Maxey. Comme ça, quand il y a l'aide qui se déclenche depuis la ligne à 3 points, ça ressort directement sur Maxey pour un shoot à 3 points ouvert. Donc c'est voilà, c'est aussi bien de savoir qui est-ce qu'on met à quel endroit pour ça, par exemple. Mais pour moi, plus globalement, l'histoire de ce match, c'est aussi quand est-ce qu'on vient aider. Et plus précisément, pour moi, les Knicks doivent venir aider très tôt. Vraiment très tôt. Ils doivent savoir ce qu'ils font et ils doivent le faire très tôt parce que si tu attends un peu trop, et si tu déclenches pas la prise à 2 de suite, bah c'est fini en fait. C'est fini. S'il n'est pas gêné dès le début et si tu le forces pas à lâcher la balle assez tôt ou que t'as pas la prise à 2 qui vient assez tôt, enfin bref, voilà, bah Joel Embiid il attaque et il marque quoi. Ou alors il va au lancer franc. Mais voilà, on a vu un peu ça, donc je pense que le côté ok, Embiid va au poste bas et puis on va quadriller le terrain autour, il faut bien le faire mais il faut le faire tôt. C'est un peu, moi c'est mon constat que j'ai fait sur ce match-là, c'est que il y a des fois ça venait un peu tard ou alors on essayait un peu, on laissait défiler un peu le chrono et puis ensuite on apporte une aide, mais l'aide elle vient trop tard quoi. Donc en fait, la clé c'est qu'une fois qu'il commence à faire son move, il faut que tu aies quelqu'un. S'il n'y a pas une aide pas loin ou s'il n'y a pas si l'espace est pas déjà très resserré quand il commence à faire son move, en général c'est trop tard. En termes de puissance, en termes de toucher de balle ou parfois en termes aussi d'expertise, dirons-nous, de provocation des fautes. Si ton aide elle arrive en mouvement, c'est trop tard. Ça fait faute. Alors que si tu es là très tôt et que tu l'empêches de faire son move, bah ouais, il s'en remet à prendre un pull-up, un turnaround jumper ou alors un pull-up face au jeu. Et là-dessus, non, ça marche pas. Donc oui, pour le coup, toutes les fois où New York était là assez tôt, ça a marché. Et toutes les fois où New York est arrivé un peu trop tard, bah, ça n'a pas marché. En tout cas, pas pour les Knicks. Et ça a marché pour les Sixers. Et puis ouais, à voir aussi du coup l'état de santé de Embiid sur la suite de la série, parce que je me pose de vraies questions là. J'ai été marqué par ce regard dans le vide de Joel Embiid. Mais voilà, ce sera la clé, c'est aussi côté Sixers, pour dire de leur côté, comment est-ce qu'on arrive aussi à mettre en position Joel Embiid, parce que tous les pick and roll aussi les pick and roll Maxey et Embiid servent aussi à ça. C'est-à-dire que après l'écran, il fait un rôle pas au panier, hein, mais il fait un rôle un peu dans la mi-distance et il est servi comme ça. Voilà. À partir de là, il a un peu de temps et un peu d'espace, justement. Alors que si c'est une simple isolation où tout le monde le voit venir et qu'on le voit s'installer en tête de raquette ou au poste bas, New York peut réagir et peut venir aider tôt, justement. Alors que je trouve qu'après les pick and roll, on a un peu ce côté où il pose l'écran, il fait son rôle, il va en tête de raquette, il reçoit la balle, et là ensuite c'est à New York de voir ça et de réagir. Et donc ça crée un petit temps de retard pour la défense et un temps d'avance que les Sixers et que Embiid peuvent exploiter. Donc voilà, je sais pas trop comment me projeter sur cette série, parce que je pense qu'il y a moyen que les Sixers arrivent encore à gêner le pick and roll des Knicks, pour le coup. Il y a moyen aussi que malheureusement le compromis qui soit fait, c'est qu'il y ait beaucoup de rebonds offensifs de la part des Knicks qui leur permettent de survivre. Mais je sais pas comment juger un peu l'état de santé et la force de frappe offensive de nos amis les Sixers en fait. Donc voilà. En tout cas, ça confirme pour moi que ça peut être une série passionnante si on a Joel Embiid sur pied. Et puis, Lakers contre Nuggets pour terminer. Là encore, je trouve que le match a été assez disputé. Malheureusement, ça s'est un peu effondré sur la fin. Enfin, malheureusement, pour les Lakers, hein, vous me direz. Mais non, pour le suspense aussi. Mais non, le match a été très bon. Évidemment, on en revient toujours à comment défendre Nikola Jokic. Voilà, c'est la problématique des Lakers sur cette série. C'est la problématique de la NBA depuis 4 ans. Donc, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce match-là? Déjà, on est reparti avec ce qu'on avait déjà vu. Donc, c'est-à-dire Hachimura en match-up direct, plus Anthony Davis en roamer, en aide en deuxième rideau, au cas où. Et donc, le raisonnement, c'est de se dire que Hachimura, il va pouvoir un peu être assez bon en premier rideau, et qu'ensuite, en deuxième rideau, on a Anthony Davis qui peut boucher l'espace ou qui peut aider au panier. Hein. Donc, si Jokic essaie d'enfoncer, ça marche pas. Donc on a eu ça. C'est rendu possible également parce que Aaron Gordon n'est toujours pas respecté. Donc dès qu'on a Aaron Gordon ou alors dès qu'on a Peyton Watson, on a Anthony Davis qui est placé sur eux et qui peut opérer en tant que roamer, en tant que safety, libéraux défensif. Donc on a ça.
Après, le problème, et le vrai problème, c'est que y a toujours une parade, quoi. Et notamment la parade qui est assez évidente pour Denver, c'est que si tu as Hachimura sur moi, ok, on fait un pick and roll en fait. On fait pas du post-up, on fait pas de l'isolation, on fait un pick and roll. Si toi tu m'attends à 2, s'il y a Hachimura sur moi et que derrière en plus il y a Anthony Davis, ok, on fait un pick and roll avec Jamal Murray. Et là-dessus, c'est trop fort, quoi. C'est trop fort parce que le pick and roll, il y a 2 sur le ballon, 2 sur Jamal Murray, ou même quand Hachimura est un peu en drop, pocket pass rapide pour arriver dans la raquette. Bon, contre n'importe qui, ce serait pas forcément un bon tir, mais sauf qu'un tir à quelques mètres du panier pour Jokic, c'est un peu automatique, quoi. C'est un peu automatique, même, on pourrait dire. mais oui, il y a cette donnée-là aussi, que le petit pick and pop à mi-distance, finalement, avec la majorité des joueurs NBA, c'est pas top, mais Jokic, il peut le faire, quoi. Et parfois, il peut le faire aussi à 3 points, et puis voilà. Donc on a eu sur une partie du match, on a eu ça, qui n'a pas totalement marché, j'ai envie de dire. Sur la fin de match, on a eu beaucoup plus d'Anthony Davis sur Jokic, qui a été pas mal, pour le coup. J'ai plutôt pas mal aimé, donc je me demande à quel point est-ce que on va pas aussi revenir un peu vers là et voir quel autre profil on pourrait mettre peut-être à côté de Davis pour certains line-up, je ne sais pas. Il y a même une fois d'ailleurs où, un peu marrant, après une contre-attaque, on revient repli défensif, mais dans le flow de la contre-attaque ou du repli en tout cas, chacun n'a pas le bon match-up et notamment Anthony Davis ne peut pas attirer Aaron Gordon. Et donc c'est LeBron qui prend Aaron Gordon et Anthony Davis est dans le corner sur je ne sais plus quel shooter, le mauvais corner on va dire. Et donc ensuite on enchaîne avec un pick and roll pour Jokic, on attaque Hachimura sur pick and roll de cette manière. Hachimura reste en drop, ça libère la pocket pass pour Jokic plein centre de la raquette. Et donc, sachant que Aaron Gordon est dans le dunker spot, nous avons un 2 contre 1 entre LeBron James qui est déchiré entre est-ce que je monte sur Jokic ou est-ce que je descends, je reste bas sur Gordon, mais en concédant le layup à Jokic. Et au final, petite passe de Jokic, la classique, je fais semblant de tirer, je fais la passe de alley-oop pour Gordon, et on voit directement LeBron qui s'énerve un peu, genre sur Anthony Davis. Non, mais sur le repli, il faut que tu fasses l'effort, quoi. Il faut que tu reviennes sur Aaron Gordon, parce que c'est ça notre schéma, quoi. Moi, c'est pas pareil, quoi. J'ai pas du tout le même volume, quoi. Après, on a eu aussi, dans certains cas, du post-up de Jokic, et là, on a déclenché un peu les habituels aides côté Lakers, c'est-à-dire on vient aider, mais pas depuis la ligne de fond, on vient aider depuis la ligne à 3 points. On vient aider depuis le haut, comme on dit, depuis the top. On vient aider non pas ligne de fond, mais depuis le haut, et en fait, on enclenche tout un système de rotation où y en a un qui descend pour aider sur le post-up, et quelqu'un vient compenser et vient aider sur le shooter immédiat, et puis quelqu'un vient aider celui qui aide aussi, etc., etc. Ça a plutôt pas mal marché en première mi-temps. Vraiment pas mal marché pour essayer de on est très tôt pour priver Jokic de la balle et le forcer à ressortir, et donc c'est ce qu'il faisait, mais comme les rotations étaient pas mal, on arrivait plutôt bien à coulisser. Le problème avec Jokic, c'est qu'il a compris, quoi. C'est qu'il a le cerveau, il a compris, et notamment en deuxième mi-temps, quand on recommençait à faire ce système d'aide en venant depuis le haut, il a compris, donc il sautait un joueur, il sautait un attaquant, et plutôt que de faire la passe directement à l'attaquant qui venait d'être abandonné pour l'aide, il sautait celui-là, il allait chercher directement celui que le deuxième shooter en fait. La rotation, il sautait un cran de la rotation, et ça a libéré pas mal de choses de ce côté-là. Bon, il y aurait aussi plein de choses à dire, mais je crois qu'un élément assez important, c'est ça, quoi. C'est le fait que Jokic peut jouer sur pick and roll, Jokic peut créer des décalages aussi sur post-up parfois quand il le faisait, donc là-dessus ça a marché. Il y a le rebond offensif aussi. Je pense qu'un élément, mine de rien, un élément à noter, c'est le fait que les Lakers sont très mal shootés sur ce match-là. Vraiment très mal shootés. Je crois, j'ai retrouvé les stats, mais 25% à 3 points. Bon, c'est quand même pas top en termes d'efficacité. C'est un peu loin de leur moyenne, on va dire. Voilà, la moyenne NBA à 3 points, elle est autour des 37. Je sais plus exactement où sont les Lakers, mais voilà, ils sont pas à 25. Aucune équipe de shoot sur toute une série à 25%. Donc, on peut imaginer qu'avec un peu plus de shot-making, peut-être, un peu plus de réussite, ça pourrait marcher. Mais non, que dire de plus si ce n'est ce fameux, en fait, il y a toujours une solution pour Jokic, quoi. Il y a toujours une solution. Là où j'ai peut-être été un peu déçu, pour le coup, c'est que Denver n'est pas forcément une incroyable défense de transition quand Jokic est sur le terrain. Et les Lakers, au contraire, sont la première ou deuxième, je crois, attaque de transition. Là, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Je pense que c'est aussi lié, comme dit tout à l'heure, un peu au fait que quand tu insistes au rebond offensif, peut-être que tu empêches un peu les autres de partir en contre-attaque, mais je pense que c'est aussi une clé peut-être à déverrouiller pour la suite, mais là on est à peine 10% de possessions qui ont été en transition. C'est un score très très faible pour le coup, et alors que comme dit, les Lakers sont plutôt une très bonne équipe de transition en fréquence et en efficacité d'habitude, donc là c'est dommage, et c'est peut-être un point clé à améliorer.
le côté shot-making, catch and shoot à 3 points et autres, le côté transition, mine de rien, ça fait pas mal de points à gratter. Et vous voyez, sur ce match-là, au final, il y a quoi? Il y a une dizaine de points d'écart à la fin. Et encore, je pense que c'est parce qu'il y a le money time, dernière seconde, etc. Mais voilà, quelques 3 points en plus, quelques transitions en plus, on n'est pas si loin que ça, finalement. Et d'autant plus que ça n'a pas été parfait, mais il y a de quoi aimer. Hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi aimer, il y a des choses à aimer, pardon, j'arrive plus à parler. Il y a de quoi faire, il y a des choses à aimer côté Lakers, notamment avec tout ce qui est attaque de pick and roll sur Jokic. Parce que derrière, il y a un système de rotation qui est bien rodé, mais ça reste une faiblesse. Et notamment, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu pas mal de bonnes séquences de LeBron. Avec, d'un côté, les fois où Jokic essayait de partir un peu en drop, c'est-à-dire rester bas par rapport au niveau de l'écran, ça libère la fameuse ligne de drive. Hein. Comme il n'est pas réceptionné dès la sortie de l'écran, LeBron peut prendre un peu de vitesse et aller au panier pour un drive. Donc voilà, ça... c'est ce qu'il faisait tout le temps, ce qu'il a toujours fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de drop face à LeBron, sauf maintenant qu'il a 40 ans et qu'il a moins les jambes. Et puis même, il y a des fois aussi où, plutôt que faire le drop, parce que ça marchait trop bien, Jokic montait un peu plus haut pour le fameux edge. Donc on essaie de créer un peu un 2 contre 1 sur le ballon. Mais sauf que LeBron, contre le edge, il est fort aussi. Il n'y a pas que Jokic qui est fort contre tout type de couverture. Hein. LeBron aussi, hein, n'oublie pas. Et donc ça a pas mal déverrouillé... Du passing là-dessus aussi, le passer par-dessus le 2 contre 1 sur le ballon. On a eu quelques séquences très intéressantes. Donc voilà, globalement, je ne vais pas faire très long aujourd'hui sur ce match-là. Je pense qu'il y aurait de quoi décortiquer en termes d'images, de petits détails sur Twitter ou en vidéo, etc. Mais voilà, je pense que les Lakers sont pas si loin que ça, je trouve. Alors, ils sont pas... C'est pas non plus, ils auraient dû gagner ce match, ils vont gagner la série non plus, mais je pense qu'on a potentiellement pas mal de répondants côté Lakers. On va pas, ça m'étonnerait qu'on ait un sweep avec encore 3 matchs de type voilà, c'est plié, merci, au revoir, quoi. Peut-être, hein, d'ailleurs, puisque je suis nul en pronostic, mais peut-être, mais je trouve que les Lakers sont pas si loin que ça. Il y a de quoi faire. Donc voilà, j'ai un peu hâte de voir la suite parce qu'on arrive plutôt bien à bricoler côté Lakers 2-3 choses. Après, voilà, c'est vrai que comme dit, hein, il y a peut-être une question d'âge aussi, où il y a des fois, LeBron arrivait à avoir le switch sur Jackson, Ray Jackson, ou des mecs comme ça, il allait pas forcément au panier, il prenait plutôt le pull-up à 3 points. Donc, à quel point est-ce que... Enfin, je sais pas. À quel point est-ce qu'on peut en attendre, comme je dis dans la preview, à quel point est-ce qu'on peut en attendre de LeBron sur drive, notamment sur des drops, ou voilà. C'est compliqué à prédire, oui, pardon. D'ailleurs, grand match aussi, je ne l'ai pas dit encore, mais grand match d'Anthony Davis. J'ai parlé un peu du côté défensif, mais pas que, parce que vraiment dans ce rôle de roamer, de libéraux défensif, en deuxième rideau, un peu libre, il a vraiment été excellentissime. Et même offensivement, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé pas mal du tout, notamment en fin de match, on a vu pas mal de possessions frontalement où il attaquait Jokic. Donc voilà, à voir aussi au niveau des match-ups, parce que comme dit, si on enlève Hachimura et qu'on permet à Davis de défendre contre Jokic, ça veut dire qu'on met quelqu'un d'autre sur le terrain, par exemple un Taurean Prince ou un ailier, quoi. Et ce qui fait que de l'autre côté, peut-être que tu forces aussi Jokic à te défendre directement. Alors que si Hachimura est sur le terrain, peut-être que Jokic peut rester sur Hachimura et pas sur Anthony Davis. Donc ça peut aussi être un moyen d'attaquer finalement Jokic. Enfin voilà, tout est lié entre défense et attaque. La question des line-up, ça peut être aussi une clé de cette série en fait. Bref, donc comme dit, je ne veux pas faire trop long, j'ai déjà fait assez long pour un petit épisode React. Mais donc voilà pour ces quelques matchs 1 que j'ai pu observer. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà pour ce petit React. J'essaierai peut-être aussi d'en faire quelques vidéos si j'ai le temps, peut-être vidéos en mode pas trop de montage, juste parler sur des images. Je pense que je vais peut-être aussi essayer de partir dans cette direction. Lorsque j'aurai internet, ce sera plus facile, on fera des live Twitch où on mettra en live la voix sur l'image comme on fait d'habitude. Ce sera peut-être ça le plan final, mais pour l'instant, on va faire comme ça parce que pas internet. Bref, donc j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve bientôt. Peut-être un React, peut-être sinon un podcast un peu plus normal, un peu plus théorie du jeu, etc. Je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos petites étoiles sur iTunes, Spotify et partout. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.